bien avec toutes les courses-poursuites et les bagarres entre bandes qu'il y a aujourd'hui. Donc, ce débat, je pense que là, autant Blanquer, il peut perdre des points dans l'opinion, mais M. Jacob et Mme Le Pen, je pense que là, ils perdent autant de points. Cécile, nos confrères de l'opinion ont regardé un peu de près le hashtag Pas de vague. Il y a eu, je reprends leurs chiffres, 100 000 reprises, 24 000 émetteurs en quelques jours. Enfin, ça a vraiment été... C'est un problème. Écoutez, moi, je connais les enseignants que je connais dans mon entourage, je leur raconte, il y a un énorme problème de violence. Dans ma famille, il y a un élève qui est arrivé dans un collège à Tours avec un couteau, une élève de 15 ans. Vous imaginez un peu le... Donc, il y a un problème massif qui date depuis des années. Le problème, c'est qu'il a... Personne n'a trouvé la martingale. On a laissé aussi se faire. On a aussi désarmé les profs. Parce que ceux qui me racontent qu'ils sont instits, par exemple, c'est pas si facile que ça de mettre un enfant au coin, par exemple. On peut se le voir reprocher si la directrice n'est pas d'accord. Et comme c'est à la limite, certains peuvent considérer que c'est une humiliation pour un élève. Et ben, c'est pas toujours si simple. Donc voilà, il y a plein de il y a une Camille la directrice a donné la consigne, on ne fait pas faire des lignes à des enfants, c'est une punition qui est pas assez valorisante. Donc on se retrouve effectivement avec des situations aussi où on a un peu désarmé, des parents. Désarmé et aussi... Alors, parce que les parents sont complices de la violence de leurs enfants. Là, des cas dont je vous parle, effectivement, dans le cas du couteau, le père est SDF, et dans l'autre cas qu'on connaît, le père est dealer. Donc effectivement, les instituteurs, les profs, ils sont quand même terriblement démunis. Il faudrait un système très ferme face à ces situations d'enfants qui sont pas du tout... éduqués chez eux, vraiment. Je vous donne la parole tout de suite à tous les deux, mais je voudrais qu'on regarde, pour rentrer un peu vraiment dans le sujet, ce tableau, c'est notre sondage au Doxa demain dans le Figaro. Il montre que toutes les sanctions et mesures de fermeté prévues sont plébiscitées. Alors ça va de la mise en place de la surveillance vidéo aux abords des établissements et même au sein des établissements, jusqu'à la mise en place d'agents de sécurité. À ce propos, Jean-Michel Blanquer, toujours, en a parlé ce matin, il n'exclut pas, il dit même que ça peut être fait à titre d'expérimentation pour le moment, de mettre des policiers dans les établissements. On l'écoute. Ce gouvernement prend de manière très sérieuse la question de la sécurité à bras-le-corps, appliquée à tous les domaines. Dans le domaine de l'éducation, ça signifie une coopération forte entre Christophe Castaner et moi. Alors, je n'ai pas très bien compris, il y aura des policiers, ou il peut y avoir des policiers à l'intérieur des établissements? À titre expérimental, nous avons commencé à le faire. Ça va trop loin, des policiers dans les lycées, les collèges? Oui, moi je suis pas d'accord. Vous n'êtes pas pour? Non, mais je ne suis pas d'accord parce que finalement, on recourt toujours à des solutions répressives, alors que c'est une question de société, et je vous rejoins, c'est-à-dire que la violence scolaire, c'est une résultante de la violence sociale. Donc la violence scolaire, c'est presque impropre. Je me souviens qu'il y a quelques années, on avait fait un documentaire sur un lycée en banlieue, et on voyait bien que c'était aussi le dernier endroit de socialisation dans le quartier. C'est-à-dire que les gens qui étaient au chômage, les gens qui étaient seuls ou les familles monoparentales, on se rencontrait à la sortie du bahut, à la sortie de l'établissement scolaire. Mais c'est là aussi que la violence débouchait, parce que les bandes pénétraient, parce que les non-scolarisés pénétraient dans l'établissement, etc. Donc ce qui se passe à l'école, c'est la résultante d'un problème de violence et de délinquance et de manque d'autorité, de manque de sanctions et de manque de conscience, pour rejoindre le terme que vous employez tout à l'heure, de la société française. Donc il faut attaquer le phénomène beaucoup plus en amont. En attendant, on est un peu injuste à l'égard de l'école. Oui, mais en attendant, il faut bien faire quelque chose et pas laisser les situations se dégrader encore. Oui, bien sûr, mais on recourt toujours à des solutions répressives au lieu de remonter un peu plus haut en se disant non, il faut donner des cours de sens civique, d'éducation, de morale à l'école pour donner je déteste cette expression de vivre ensemble, mais le goût de vivre et le respect des autres, de dignité humaine. Est-ce que c'est pas déjà un peu tard compte tenu des événements qu'on apprend? Oui, peut-être, mais c'est jamais trop tard. Si on laisse dériver les choses comme ça. Il y a une idéologie scolaire où on a donc c'est l'éducation, il faut interpeller les parents. De l'école aussi, alors qu'il faudrait remettre l'enseignant au centre. Il faut responsabiliser les parents aussi. Et les enseignants ont une part de responsabilité parce que d'une certaine façon, ils se sont laissés marcher sur les pieds. Je sais que aujourd'hui, c'est quasiment peine perdue, mais il y a 10, 15 ans, ou 20 ans, ils ont trop laissé faire et le laisser faire a abouti à cette solution. Georges, vous connaissez bien l'armée, ça vous parle, l'idée de mettre un petit peu d'autorité dans tout ça et d'uniforme? Alors d'abord sur le hashtag pas de vague, concernant M. Blanquer, il faut quand même rappeler qu'il était recteur et directeur d'administration centrale, et donc une partie des critiques qui lui sont portées
sont légitimes au sens où, pendant longtemps, il a été de ceux qui étaient au cœur du système pour éviter justement qu'il n'y ait pas de vague. Non, mais c'est vrai. Donc, bon, maintenant, il se retrouve devant un fait accompli, je suis bien d'accord, c'est cette vidéo de trop, mais c'est une situation qui est permanente. Bien évidemment que la violence scolaire reflète la violence sociale, parce qu'il y a une concentration aussi des problèmes et de la misère, parce que les classes supérieures mettent leurs enfants dans le privé. On a une hausse absolument ahurissante. Pas que supérieure, maintenant. Non, mais pas que supérieure, mais supérieure étant déjà les enfants des profs. Il y en a beaucoup de profs qui travaillent dans le public, qui mettent leurs enfants dans le privé, ce qui montre l'état de déliquescence générale de la chose. Alors, et bien évidemment, un des premiers problèmes, c'est le manque de moyens. Donc c'est le manque de République, le manque d'État. Il n'y a pas assez de moyens dans les écoles, il y a trop d'élèves par classe, c'est trop, parfois les communautés de primo-arrivants sont trop concentrées, ils ne sont pas assez dispersés dans la population pour s'intégrer plus facilement. Les professeurs sont très mal payés. On nous chante toujours le modèle allemand, mais un professeur en collège allemand est payé 2 fois plus. Donc il a 2 fois plus comme on est dans un monde d'argent, il est 2 fois plus valorisé. Et donc respecté, parce que le respect va aussi avec l'argent. Et quand vous avez des enseignants qui sont payés à 1 300... Alors, vous ne le direz pas, messieurs, parce que je vais vous le dire pour vous, la féminisation du corps professoral... Mais c'est parce que les salaires sont faibles. Ça peut être considéré comme ou c'est complètement à côté de la plaque de dire ça. Pas du tout. Non. Moi, les professeurs qui me Soyez honnête. Les professeurs qui me terrorisaient le plus, moi, c'était les femmes. Ah, vous aussi. Quand j'étais enfant. Non, mais j'en supporte encore le traumatisme. Mais ce qui est très très inquiétant, c'est l'état du débat. Là, quand j'ai écouté M. Blanquer, je me suis souvenu, j'ai noté rapidement, mais récemment, c'est la série Wired qui se passe à Baltimore. Mais c'était avant, il y a très longtemps, il y a 35 ans, les films comme Boys in the Hood ou le film Choc aux États-Unis où Michelle Pfeiffer, jeune prof d'anglais, arrivé dans une école. En fait, ce qui nous arrive, c'est ce qui arrivait à l'école aux États-Unis. Et c'est le même processus, destruction des écoles, d'un financement généralisé correct, avec une formation des enseignants payés et une relégation d'une partie de l'école publique dans une garderie ultra-violente, où sont apparus tous ces débats. Au début, c'était les couteaux, puis les armes, puis est-ce qu'on met des policiers, et maintenant Trump est arrivé. En fait, c'est à chaque fois de plus en plus, Trump est arrivé au final, où maintenant, lui, sa solution, c'est pas enlever les armes, c'est armer les profs et leur donner des cours d'entraînement au tir de self-défense et de... C'est dingue. C'est là qu'on ira, en fait. Et donc, je pense qu'il faut absolument revaloriser les profs, recruter. Il y avait ce magnifique système qui a été détruit, d'ailleurs, au début des années 80. Ce n'est pas spécialement un truc de droite. Mais les écoles normales, où on trouvait les jeunes qui étaient bons, qui recevaient des bourses, y compris dans les milieux les plus défavorisés, qui faisaient l'école normale, pour les meilleurs faisaient l'école normale supérieure. Et c'est ce qui fait qu'on a encore ce vivier de chercheurs qui rapporté la population française fait qu'on a encore des prix Nobel et de grands mathématiciens, de physiciens. Et c'est dommage, on a encore, je pense, encore 5-10 ans. Après, c'est finito. On sera comme aux États-Unis. Non, mais il faut restaurer des termes un peu désuets qui sont la discipline, le sens de la hiérarchie, la sanction, le respect de l'autre, oui, etc. c'est la question il faut sur faire un peu de morale à oui. l'école, en fait. Oui. Parce que la morale, c'est aussi apprendre à respecter la dignité des autres. Quoi. Juste pour répondre à votre question sur l'armée, effectivement, j'étais lieutenant et j'avais encore des appelés. C'était la fin du service militaire, donc on avait 25% d'analphabètes fonctionnels. Eh ben, on s'est retrouvés dans des classes avec des jeunes qui avaient une habitude spéciale. Ils sont tombés sur des adjudants, des lieutenants, et qui leur ont dit « Écoute, jeune homme, si j'avais été super intelligent, je n'aurais pas été à l'armée. » C'était l'adjudant qui répondait. Donc l'exercice, tu vas le faire, et puis on va rester jusqu'à minuit, et puis tu n'auras pas de perme, et puis en plus, la marche de 12 km demain, c'est moi qui l'organise. Donc tu as intérêt à finir l'exercice. Au fait, 3 semaines, c'est incroyable l'évolution positive. Et j'ai encore du service militaire, alors. Oui, bien sûr, le service national, composante militaire. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Universel. Je vous promets, on l'abordera un jour d'un point de vue. En tout cas, les enseignants, je pense qu'ils ont besoin de se sentir soutenus, en fait. Et ça aussi que je veux dire. Ça ressort beaucoup d'ailleurs, le hashtag le montre bien. Non soutenus par la politique générale. Le message envoyé quand même relativement laxiste. Et ils se sentaient pas. Tout ce qu'on a dit sur le fait que c'est mal vu, que ceux qui sont mal dotés, que l'établissement n'aime pas sortir du lot sur ce plan-là. Alors, les réactions de nos internautes. Déjà, à la question du jour qu'on posait sur le Figaro.fr, le gouvernement a-t-il pris la mesure de l'augmentation des violences à l'école? Eh bien, c'est donc la question posée sur le site du Figaro. 91% à dire que non, le gouvernement n'a pas pris la mesure. Et les réactions sont généralement dans le sens, effectivement, d'un manque de soutien. Les profs sont très seuls, nous dit Olympe. Mac Bronito, les problèmes des violences scolaires changent énormément suivant l'établissement.
À mon avis, c'est à chaque établissement concerné par des faits de violence d'évaluer ses besoins. Ouais, sauf que les directeurs d'établissement n'ont pas vraiment de pouvoir, en fait. Pour adapter, pour... Non, mais ils n'ont pas, pour pas d'autorité sur les professeurs réels. Ils n'ont pas d'autorité réelle. On n'a pas encore parlé du taux de dépression et de suicide chez les enseignants qui est catastrophique. Et Elan nous dit, la misère n'a rien à voir, elle ne justifie pas la violence. On passe enfin à notre dernier thème, ça concerne donc les handicapés avec ce droit de vote et le droit de se marier sans intervention d'un juge. C'est les 2 mesures qui ont été annoncées ce matin à l'issue d'un comité interministériel sur le sujet. Alors, est-ce vraiment les mesures les plus urgentes à prendre? On en parle. Elles sont hautement symboliques, assure de son côté la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel. Elle était ce matin sur RMC. 300 000 personnes qui sont des majeurs protégés sous tutelle sont privés de leur droit de vote par décision d'un juge. Ça doit cesser. La citoyenneté passe d'abord par justement ce droit de vote qui est inaliénable et qui est inconditionnel à la citoyenneté de la personne. Et c'est ce que nous voulons changer. On a assez peu de temps pour aborder ce sujet, donc je vous demanderai à chacun d'être assez bref, mais bonne ou mauvaise mesure un peu... Bonne mesure, c'est une mesure qui est réclamée de très très longue date des associations, qui est très emblématique de la dignité. Ça ne règle pas du tout tous les problèmes de chômage, notamment handicapés. C'est un chômage double, et ça ne règle pas les problèmes à l'école et le manque de place dans les établissements, mais il fallait le faire. Georgie. La civilisation se mesure avec ce qu'elle fait avec les plus fragiles, et bien sûr que c'est inadmissible qu'il n'ait pas le droit de vote. C'est une bonne chose qu'il le fasse. Et d'ailleurs, ça permettra de faire en sorte que ces handicapés votent et posent la question en tant que citoyens aux députés En Marche pourquoi ils ont refusé de voter les augmentations pour des choses très concrètes comme ceux qui accompagnent les enfants handicapés dans les écoles, qui là aussi sont souvent des femmes extrêmement mal payées avec 600, 700 euros, des enveloppes précaires. Et alors, c'est peut-être plus important, mais le vote, parce que nous sommes dans une démocratie, est important. Les droits des citoyens, de tous les citoyens, sont importants à défendre, mais aussi très concrètement que leur vie soit meilleure. Bernard. Je serais un peu plus mesuré, parce qu'on parle de handicapés mentaux. Bien sûr. Les gens qui sont sous tutelle. En fauteuil roulant, ils ont le droit de vote. Sous tutelle, il n'y a pas que les handicapés. Ce sont des personnes âgées qui ont perdu. Il y a environ 300 000 personnes sous tutelle, dont une bonne part de personnes handicapées. D'accord. Voilà. Non, mais si une personne est mise sous tutelle, c'est qu'elle a perdu une partie de son discernement. De sa capacité de discernement. Pour juger de sa propre vie, de la gestion de son compte bancaire, etc. Donc, est-elle pour autant capable de juger de bons représentants pour la société de demain? J'en suis pas sûr. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est une mesure un peu démago. Vous rejoignez pour faire appel d'une décision du juge des tutelles, pourquoi pas? Mais moi, je fais confiance au juge des tutelles, quand même, malgré tout. Il y a un problème de droit, quand même, parce que si... un problème de droit. La responsabilité pénale, parce qu'ils sont irresponsables pénalement. Donc, vous voulez dire qu'on ne peut pas à la fois... ça me paraît difficile, moi. Oui, c'est compliqué. Pour continuer dans ce que vous dites, il y a Philippe Croison qui, alors je ne sais pas s'il est très représentatif des handicapés, peut-être moins que Cluzel, mais c'est une personnalité qui est lui-même quadri amputé, qui dit ce matin chez nos confrères du Parisien, donner le droit de vote et ensuite comment pourront-elles, les personnes handicapées, se faire leur propre opinion devant un débat politique à la télévision? Il s'interroge sur les risques de manipulation. À cela, Sophie Cluzel qui répond devant l'argument en disant c'est aussi ça qu'on disait pour refuser le droit de vote aux femmes, en disant elles sont influençables, elles ne vont pas pouvoir... Non, mais moi, ce qui me paraît plus gênant, c'est que soit on a la capacité entière, et à ce moment-là, effectivement, le droit de vote fait partie de cette capacité entière, et à ce moment-là, vous répondez aussi pénalement de vos actes. Si vous ne pouvez pas... Là, il y a quelque chose qui me... qui vous paraît pas tout à fait... Même si, évidemment, je souhaiterais qu'il l'ait, mais bon, il y a quelque chose qui... Alors déjà, sur la question, on l'avait formulée ainsi. Pour les personnes handicapées sous tutelle, l'accès au droit de vote est-il une priorité? Vous êtes 51% à estimer que non, ce n'est pas une priorité. Un internaute nous dit, par exemple, le problème, c'est qu'en cas de handicap mental grave, c'est l'accompagnant qui doit voter selon ses idées. Et Sich, il faut être en pleine possession de ses moyens intellectuels pour être citoyen. Et Nicole qui dit « Je suis d'accord avec Bernard de la Villardière, c'est très démagogique ». On terminera sur ce point. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à Jérémy Pontieux qui nous a répercuté vos questions. Et un grand merci aussi à Charlotte Darche, à Elisabeth Pierson et Marie-Laetitia Bonavita qui ont préparé cette émission avec moi. Vous avez rendez-vous demain pour un nouveau point de vue.